La tension est encore montée d'un cran lorsque Donald Trump a lancé un ultimatum à l'Iran. À minuit 44 heure française, le président américain a prévenu « Si l'Iran ne rouvre pas totalement, sans aucune menace, le détroit d'Ormuz dans les 48 heures à compter de cet instant précis, les États-Unis d'Amérique frapperont et anéantiront ces différentes centrales électriques en commençant par la plus grande. » L'armée iranienne n'a pas tardé à affirmer qu'en cas d'attaque sur ces centrales, elle viserait en retour toutes les infrastructures énergétiques appartenant aux États-Unis dans la région. Le samedi 22 mars 2026, Donald Trump publie un message sur Trust Social. Il donne 48 heures à l'Iran pour réouvrir totalement le détroit d'Ormuz à tous les navires. Si l'Iran ne le fait pas, les États-Unis menacent de détruire les centrales électriques iraniennes en commençant par les plus importantes. Ils menacent directement les infrastructures civiles essentielles. L'électricité, c'est la base de tout, hôpitaux, eau, communications, vie quotidienne et j'en passe. Dimanche 23 mars, Téhéran répond que si les États-Unis frappent les centrales électriques iraniennes, alors la réponse sera symétrique, donc pareil, identique. L'Iran annonce qu'il va frapper les infrastructures énergétiques américaines dans le Golfe, mais aussi les centrales électriques israéliennes. Et surtout, il menace de fermer totalement et cette fois définitivement le détroit d'Ormuz. Autrement dit, on entre dans une logique d'escalade directe. Voilà que l'ultimatum devait prendre fin lundi vers 19h40, heure de Washington. Mais quelques heures avant l'échéance, Donald Trump annonce un revirement. Il reporte les frappes. Il reporte la punition. Il donne un délai supplémentaire de 5 jours. Il explique ce changement en parlant de négociations bonnes et constructives avec des responsables iraniens. Il évoque même des principaux points d'accord qu'ils ont commencé à négocier, allant jusqu'à parler d'environ 15 points sur lesquels un accord serait possible. Il affirme que les discussions sont en cours et sont constructives, sont détaillées et qu'elles pourraient mener à une résolution complète du conflit. Ça surprend tout le monde parce que du côté de Téhéran, c'est un démenti catégorique. Téhéran nie avoir quelques négociations directes, que ce soit avec les États-Unis. Les médias d'État iraniens parlent de fake news et affirment que Trump a reculé sous la pression. Le discours iranien nous fait donc comprendre qu'il ne s'agit pas d'une avancée diplomatique, mais d'un recul américain face aux conséquences de la guerre. Et quand on regarde les faits, ce revirement ne sort pas de nulle part. Au moment même où Trump reporte les frappes, il y a plusieurs éléments qui se produisent en parallèle. Les prix du pétrole restent élevés malgré la baisse récente liée à la mise sur le marché de 140 millions de barils iraniens, autorisé quelques jours plus tôt par Washington. La pression économique aux États-Unis reste forte et surtout une demande de 200 milliards de dollars en cours au Pentagone pour financer la guerre. Autrement dit, la guerre devient trop coûteuse pour être laissée comme ça évoluer sans contrôle. Dans ce contexte, le report de 5 jours dépend du succès des discussions. Elle expire autour du 28-29 mars. Si rien ne change, les frappes peuvent reprendre immédiatement. Pendant ce temps, la situation sur le terrain ne s'améliore pas. Le détroit d'Ormuz reste largement bloqué. Le trafic est fortement réduit. En temps normal, 20 à 30 navires passent chaque jour. Depuis le début de la guerre, on est tombé à environ 5 à 6 navires. Environ 3000 navires sont bloqués actuellement ou alors détournés. L'Iran autorise certains navires des pays qu'il considère comme neutres ou amis, mais refuse ou alors attaque les navires liés aux États-Unis ou à leurs alliés et surtout à Israël. Plus de 20 attaques contre les navires marchands ont déjà été enregistrées depuis le 28 février 2026. Donc, l'Iran est très sérieux. Dans sa communication, Donald Trump insiste sur l'idée que presque tous les points seraient alignés, ce qui donne l'impression qu'il y a un accord tout proche là, que c'est pratiquement négocié, que c'est même déjà négocié, on attend juste le moment de l'annonce. Mais lorsqu'on regarde précisément ce qui est connu, cette affirmation repose en grande partie sur un flou stratégique. Le seul point clairement confirmé par Donald Trump lui-même concerne la question du nucléaire. Il affirme que l'Iran aurait accepté de ne jamais posséder l'arme nucléaire, qu'il présente comme la priorité absolue, répétant que c'est le point numéro 1, 2 et 3. Oui, le même point à la fois le point 1, 2 et 3. En dehors de cela, aucun détail précis n'est rendu public sur les autres éléments de ces supposés 15 points. Nous avons eu de très bonnes discussions, de très bonnes discussions. Et vous devez comprendre, toute ma vie a été une négociation. Mais avec l'Iran, cela fait longtemps que nous négocions. Et cette fois-ci, ils sont sérieux. Et c'est uniquement grâce à l'excellent travail accompli par nos forces armées qu'ils sont sérieux. Le président affirme que la République islamique serait prête à renoncer à la bombe atomique, à cesser l'enrichissement de son uranium et à remettre ses stocks existants. La réduction de son programme balistique serait aussi sur la table.
Donald Trump évoque également un contrôle conjoint du détroit d'Ormuz et du pétrole iranien, avec, je cite, « n'importe quel ayatollah ». Autant d'affirmations que personne ne confirme, ni à Washington, ni à Téhéran. L'Égypte, la Turquie et le Pakistan serviraient en revanche d'intermédiaires entre les deux capitales depuis ce week-end, via le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. La presse américaine évoque aussi des contacts avec le président du Parlement iranien. Ce dernier nie toute discussion. Aucune négociation en cours avec les États-Unis, juste de fausses informations destinées à manipuler les cours du pétrole. Les gardiens de la révolution, eux, publient ces images de lancement de missiles et rejettent toute volonté de négocier. Le comportement contradictoire du président des États-Unis ne nous détourne pas du front de la guerre, ni de la poursuite du combat contre l'ennemi malveillant, car les opérations psychologiques de Trump sont devenues éculées. Négociation ou pas, ce mardi, des missiles et des drones iraniens ont visé Israël, le Koweït, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Petit rappel, si vous voulez passer à un niveau supérieur, allez faire un tour sur Holacraft. C'est notre plateforme de formation dédiée au métier du numérique. Dessins animés, montage, YouTube, programmation, et on ajoute régulièrement du contenu. Que vous soyez en Europe, en Afrique, en Amérique ou ailleurs, le paiement mobile, carte bancaire, Google Pay et Apple Pay est disponible. Et pour les curieux, ma chaîne secondaire Archives du Monde est lancée. Les liens sont en description et en commentaire épinglés. Revenons au sujet. Dans ce contexte, les échanges passent exclusivement par des intermédiaires. Le rôle le plus actif est joué par le Pakistan, dont le Premier ministre annonce publiquement sa disponibilité pour accueillir des négociations directes. Le problème, c'est qu'avant le début de cette guerre, l'Iran était aussi en négociation avec les États-Unis. Ça ne les a pas empêchés d'attaquer. La Turquie essaie maintenant aussi de jouer un rôle, voilà, avec son ministre des Affaires étrangères. Ils essaient de multiplier les contacts avec les responsables iraniens et américains. Au même moment, on a la délégation iranienne qui montre une ligne claire. Parce que Téhéran affirme être prête à fermer totalement le détroit s'il y a effectivement des frappes américaines contre quoi que ce soit. Si ça se confirme, les attaques sur les infrastructures énergétiques de l'Iran, le détroit, c'est terminé. Et l'Iran précise qu'une attaque sur ces infrastructures va entraîner automatiquement une équivalence contre les infrastructures américaines dans le Golfe et contre les infrastructures électriques israéliennes. Cette logique de réponse symétrique est assumée publiquement et s'inscrit dans une stratégie de dissuasion directe. Le contraste entre les deux discours est frappant. D'un côté, on a Trump qui parle d'accords, de progrès, de discussions constructives et d'une possible rapide fin du conflit. De l'autre côté, on a l'Iran qui nie toute négociation directe, maintient ses positions et continue de préparer une escalade en cas de reprise des frappes. En tout cas, les 5 jours de report ont permis de gagner du temps, de calmer les marchés un peu et d'exploiter une sortie possible tout en maintenant la pression militaire en arrière-plan. Le report de 5 jours en soi ne règle rien. Il se contente de déplacer le problème dans le temps. Cette pause n'est ni une désescalade réelle ni une fin de tension, mais une fenêtre très courte dans laquelle plusieurs trajectoires restent possibles. À partir du moment où cette période arrive à son terme, autour du 28-29 mars, il y a 3 scénarios principaux qui se dessinent. Chacun avec des implications très différentes pour la suite de la guerre. Le premier scénario est celui d'une reprise des frappes. Dans ce cas, l'escalade devient directe avec un ciblage des centrales électriques et des installations critiques. La réponse iranienne, déjà annoncée publiquement, sera alors symétrique avec les frappes contre les infrastructures énergétiques américaines dans le Golfe et aussi contre les infrastructures électriques israélienne, bien évidemment avec la fermeture complète du détroit d'Ormuz. Une telle évolution aurait des conséquences immédiates sur les marchés avec une nouvelle hausse des prix du pétrole et une intensification du conflit à l'échelle régionale. Le deuxième scénario, c'est celui d'une prolongation de la pause. On augmente encore la pause là. Si les intermédiaires parviennent à maintenir un minimum de dynamique, même sans accord formel, Trump peut décider d'étendre ces délais pour continuer à exploiter, des issues diplomatiques ou via des services secrets. Cette option correspond à sa manière habituelle de gérer les crises. Il alterne en fait des pressions et des ouvertures pour créer les conditions d'un accord. Le troisième scénario est celui d'un blocage prolongé, sans escalade immédiate ni avancée diplomatique réelle. Les frappes contre les infrastructures énergétiques restent suspendues, mais le reste du conflit continue comme depuis le 28. Dans chacun de ces scénarios, un élément reste constant, le détroit d'Ormuz. Tant que ce point stratégique reste perturbé et bloqué par l'Iran, la pression sur les marchés mondiaux
persiste. À quoi joue Donald Trump? Vous avez vu ce matin en vous levant, j'imagine, sur le réseau Truth Social, sur son réseau, Donald Trump qui a fait ce long message en lettres capitales dans lequel il explique qu'il ne frapperait pas, comme il l'avait dit ce soir, les centrales électriques iraniennes et qu'il suspendait ses frappes sur l'Iran pendant 5 jours, le temps de mener à bien ces négociations d'une qualité exceptionnelle qu'il mène en ce moment avec l'Iran, négociations qui ont immédiatement d'ailleurs été démenties par Téhéran. À quoi joue Donald Trump, Romuald Siora? Écoutez, comme je l'avais déjà dit à votre antenne, Trump s'est lui-même piégé avec l'Iran. Il est parti en guerre pour plusieurs raisons. Premièrement, il voulait absolument obtenir un deal qui de toute façon n'aurait pas pu être mieux que celui qu'il avait lui-même jeté à la poubelle, le deal de 2015 sur le nucléaire iranien. Pour cela, il a mis une pression maximum en déployant une flotte du jamais vu depuis 2003. Il fallait bien qu'il justifie auprès des électeurs américains, des électeurs MAGA, c'est toujours son obsession, le pourquoi de ce déploiement. En parallèle, il était poussé par Netanyahou et puis la gifle qui a tout décidé, la gifle de la Cour suprême le 20 février dernier concernant sa politique de taxation. Humilié à la maison, humilié à l'extérieur, il fallait qu'il montre à tous qu'il était encore le boss. Bref, il est parti dans une guerre sans écouter les conseils de Suzy Wills, la secrétaire générale de la Maison-Blanche dont votre correspondante parlait, qui était opposée à cette guerre, de J.D. Vance, également opposé, de la plupart des pontres du Pentagone. Donc même J.D. Vance était opposé, c'est-à-dire son vice-président. Même Dan Kane était opposé. Dan Kane, le militaire le plus haut gradé aux États-Unis, avait même clairement expliqué que démarrer cette guerre va être compliqué de l'arrêter parce qu'ils auront des problèmes de munitions. C'est-à-dire au-delà de l'argument géopolitique, il est parti même sur un argument concret sur le terrain. Malgré tout, Trump a décidé de quand même la déclencher. Aucune stratégie. À un moment, on nous dit qu'il veut faire tomber le régime des Mollahs. Une semaine après, ça c'était il y a 10 jours, je leur ferai pire s'il continue. Donc il partait du principe que le régime tiendrait en place. Bref, Trump essaye depuis déjà un petit moment de trouver une sortie de secours. Comme cela a été très bien expliqué par votre correspondante, la pression monte aux États-Unis, Wall Street, l'opposition bien évidemment, mais également les MAGA et la base MAGA. N'oublions jamais que Trump a été élu sur la promesse de ne jamais entraîner le pays dans une de ces guerres à rallonge à l'encontre desquels les Américains sont vaccinés. Il y a déjà eu des morts. On sait que si la situation se prolonge, il y en aura encore plus, que cela va se payer grandement dans les urnes en novembre lors des élections de mi-terme. Bref, Trump cherche une sortie de secours et c'est pourquoi je prédisais, je ne suis pas surpris d'entendre ce genre de propos, que nous allons assister à une pirouette à la vénézuélienne. J'entends, j'ai pu traiter avec des personnes beaucoup plus conciliantes, j'ai obtenu ce que nous voulions, grande victoire, l'Iran me mange dans la main comme le Venezuela et on passe à autre chose, probablement à Cuba, une cible beaucoup plus facile. Attendez, Romuald Siora, il existe... Ça confirme ma théorie. Je l'avais expliqué dans une précédente vidéo. Les États-Unis réalisaient bien, ne font qu'attaquer des gens beaucoup plus faibles qu'eux. Pas seulement plus faibles, parce que l'Iran est plus faible, oui. Mais les États-Unis, en fait, sont experts pour attaquer des cibles sans défense. Voilà, c'est mieux que je dise ça comme ça. Littéralement des cibles sans défense. Vous savez, ce sont ces harceleurs-là qui font en sorte de très bien chercher ceux qui sont sans défense, complètement faibles pour les attaquer. Tout simplement parce que attaquer celui qui est un peu armé, ça se termine comme ça. Qui a un peu de stratégie, ça se termine comme ça. Et après, on est surpris que ces gars perdent toutes leurs guerres. Oui, ils ont détruit des nations, oui, c'est vrai. Mais politiquement, la guerre a été perdue à chaque fois, systématiquement. C'est même pas pour rien d'ailleurs qu'ils sont experts dans les coups foireux. Les révolutions de couleur, les financements bizarres, le contrôle de certains groupes armés et j'en passe. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mais systématiquement, quand les États-Unis se sont engagés quelque part, c'est parce que ces personnes étaient sans défense. Sans défense, ils n'avaient rien littéralement pour les combattre. Et là, quand ils gagnent, ils se tapent leur patrie, ils sont très fiers d'eux. Contre un pays même plus faible comme l'Iran, ils ne peuvent rien faire. Là, je me tourne vers vous, Gwendoline de Bono. La Dulcie Rodriguez iranienne existe, c'est-à-dire qu'il a traité à Caracas avec l'adjointe du président Maduro et lui a dit bon, c'est bon, maintenant tu vas exercer le pouvoir et tu suivras un petit peu quelques directives que te donneront les États-Unis. Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans l'exécutif iranien quelqu'un qui serait capable d'accepter de prendre le pouvoir et d'être un peu plus conforme à ce que les Américains attendent? Le problème, c'est que ça marche pas.
il y a pas de DLC quoi en Iran, ça ne marche pas comme ça. Après, les Iraniens peuvent collégialement, c'est-à-dire quand je dis les Iraniens, c'est les gardiens de la révolution, hein, c'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Il n'y a pas une faction modérée qui discute avec une faction moins modérée, qui discute. Aujourd'hui, les gardiens ont le pouvoir. Tous les messages de Mojtaba Khamenei, peu importe son état de santé, ce sont les gardiens qui les écrivent et c'est eux qui ont le pouvoir. Il y a le président du Parlement qui lui est toujours vivant, qui s'appelle Ghalibaf, qui est assez dur, qui répond au tweet de Trump par un tweet. Lui, en collégialité avec les gardiens de la révolution, peuvent décider que le risque est trop important pour le régime, parce que faut quand même pas oublier que la situation est compliquée pour le régime iranien. Hein. C'est pas non plus si simple. C'est pas parce qu'ils continuent à tirer qu'ils peuvent pas juger à un moment donné que pour leur existence, c'est compliqué. Et prendre une porte de sortie, un accord. Mais il n'y aura pas une DLC. Ça se décidera au niveau des gardiens de la révolution. Romuald Sura, comment est-ce que vous interprétez encore une fois ce message de Donald Trump? Parce qu'effectivement, on se dit, bon, il y a une trêve de 5 jours décrétée visiblement unilatéralement par le président américain. On se dit, c'est la trêve sur le détroit d'Ormuz. Sauf que dans son texte, il parle bien de très bonnes et constructives conversations avec l'Iran concernant une résolution complète et totale de nos hostilités au Moyen-Orient. Il laisse entendre quand même que les négociations là portent sur la fin de la guerre. Oui, mais là, on vient littéralement de dire que ce n'est que dans un seul sens. Étant donné que du côté iranien, ils ont démenti tout ça. Écoutez, je vais être un petit peu provocant, mais on a l'impression un petit peu d'assister à une reddition, entre guillemets, bien évidemment, des États-Unis. Ce qui vient d'être dit est très très juste. Hein. Il n'y a pas de Rodriguez en Iran. Si il y a traité, ça sera négociation, ça sera effectivement avec l'ensemble des leaders iraniens qui, une fois encore, le régime étant fragilisé, la situation, comme cela vient d'être expliqué, étant fragile à l'intérieur, pourrait être poussé à accepter des négociations. Mais tout cela, c'est pour l'instant la communication de Trump. Il cherche une sortie de secours et il se raccrochera à la moindre négociation possible, au moindre recul, entre guillemets, du régime des mollahs, afin de pouvoir brandir, une fois encore, à ses électeurs, essentiellement à la nation MAGA, mais aussi à l'ensemble des États-Unis, à une forme de victoire, de deal qu'il aurait obtenu. Non, il n'y a pas de Rodriguez aux États-Unis. Trump va sans doute l'inventer. Il va sans doute parler d'Iraniens plus modérés et afin de pouvoir clamer victoire. Nous ne voyons rien d'autre dans ce qu'il nous a dit ce matin qu'un homme qui désespérément recherche une porte de sortie. Aujourd'hui, vous savez, jusqu'à présent, tout a glissé sur Trump. Hein. Ça fait 10 ans qu'on annonce la fin de Trump, que ce soit l'affaire Weinstein, que ce soit les affaires, que ce soit le coup d'État du 6 janvier 2021, tout a glissé sur lui. Là, la situation est beaucoup plus périlleuse. 3 scénarios. Soit la guerre se poursuit avec des bombardements qui vont coûter de plus en plus cher, 200 milliards de dollars qui ont été demandés, qui sont demandés au Congrès. C'est quand même énorme dans un pays où le prix de la vie est exorbitant pour les citoyens. Donc, si la guerre continue, des bombardements qui risquent de ne mener à rien, puisque le régime tient, malgré ses difficultés intérieures, un déploiement de troupes au sol, on sait très bien que le nombre de morts américains va être exponentiel et que cela se paiera au-delà des urnes, cela se paiera directement dans la popularité de Trump, qui déjà n'est pas très haute, mais qui pourrait encore chuter. Bref, donc il reste la négociation, et comme le régime des mollahs tient bon quand même face aux États-Unis, il faut malheureusement un petit peu plier et donc préparer l'opinion à un recul en prétendant que nous avons, nous, Américains, obtenu ce que nous voulons. Ne cherchons rien d'autre ici que de la communication, et je reste convaincu, puisque nous sommes à quelques mois du 250e anniversaire des États-Unis, le 4 juillet 2026 sera fêté grandiosement aux États-Unis. Trump tentera, vous savez, de construire un arc de triomphe le plus beau, le plus grand au monde. Il a besoin d'une victoire, et donc je suis convaincu qu'après l'Iran, pour faire oublier ce triste épisode, il s'en prendra à Cuba afin d'être celui qui aura réussi ce qu'aucun président depuis Kennedy n'a réussi, c'est-à-dire faire tomber le régime castriste. Là même, c'est s'il y arrive, parce qu'actuellement, il me semble que la Russie est en train d'essayer de renforcer Cuba de son mieux. On pourra voir ça plus tard, mais aussi, il peut très bien juste s'arrêter là, essayer là de brandir des victoires passées, de sauter dessus et de voir ce que ça pourrait donner. Parce que enchaîner les guerres et les conflits comme ça, c'est pas facile et c'est pas évident. Même si ça paraît simple, là ils se sont particulièrement coincés parce que l'Iran s'est mis à répliquer. Ce qui l'a choqué, vu que ce n'était pas arrivé avant. C'est ça le problème. Même Steve Witkoff rapportait les propos de Donald Trump qui se demandait pourquoi est-ce que l'Iran n'abandonne pas encore. Le président Trump m'a posé la question. Pourquoi l'Iran n'a-t-il pas capitulé? Avec toute cette puissance navale, pourquoi ne viennent-ils pas nous dire « Nous ne voulons pas d'armes »
Voici ce que nous proposons. Ça là, c'est la preuve de l'habitude des ennemis faibles, des ennemis incapables de répondre à quoi que ce soit. Donc peut-être que ça peut suffisamment le traumatiser entre les appréhensions qu'il avait et la réalité. Ça peut suffisamment le traumatiser pour qu'il n'essaie plus de rien tenter avant un petit moment quand même. Juste assez de temps en tout cas pour les élections de mi-mandat. En tout cas, côté iranien, la position reste cohérente avec une stratégie de résistance, le refus de négociations directes, la mise en avant d'une posture de fermeté et la préparation de réponses symétriques montrent une volonté de ne pas valider le cadre imposé par les États-Unis. Non, ce ne sont plus les États-Unis qui décident. C'est une posture qui permet à Téhéran de maintenir une image de solidité interne tout en continuant à utiliser ses leviers, notamment sur le plan énergétique. Tant que les objectifs initiaux des États-Unis et d'Israël ne sont pas atteints et que les capacités de riposte restent actives, ce conflit ne peut pas se conclure rapidement. Et Trump ne peut donc pas annoncer qu'il a gagné parce que ce ne sera pas vrai. Les pauses, les discussions, les ajustements, tout ça, ça permet de gagner du temps. Mais ça ne résout pas les déséquilibres de fond. Et plus le temps passe, plus les coûts s'accumulent. Que ce soit les coûts financiers, les coûts humains ou encore les coûts politiques. En tout cas, voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses. On se retrouve rapidement pour une prochaine.